Ce mois-ci, au sommaire de Chibero Telebista, présentation de la société EMO à Chérotte avec Mathieu Christy, Joël Liévance et Joanne Sarayé. Rencontre avec Robert Espelette et ses amis pour la présentation de son livre Montori sur le séisme de 67. Et Face de Mob nous amène à Gestas, dans un petit coin de paradis, au jardin du poète et des anges. En 2014, ces deux amis ont créé leur entreprise en Soule. Mathieu et Joël nous présentent leurs compétences dans l'étude et la réalisation de moules et outillages dans les domaines de l'aéronautique, de la fonderie, de l'agroalimentaire et des industries diverses. J'ai passé mon BTS microtechnique au lycée du Pays de Soule en 2003. Ensuite, j'ai un petit peu eu du mal au début à trouver du travail. J'ai fait un petit peu de tout pendant un an. Et ensuite, j'ai trouvé du travail donc à Auger dans une petite boîte d'outillage où j'ai appris, où je me suis formé dans la conception et fabrication de pièces unitaires. C'est là-bas que j'ai rencontré Joël, mon associé, avec qui j'ai donc travaillé 10 ans avant de m'installer. Joël, j'ai commencé, j'ai fait un BTS en Seine-Maritime à Rouen, en productique. Et j'ai fait pendant 3 ans, j'ai travaillé aux alentours de Paris et puis en Normandie, quoi. Et je suis arrivé ici en 98 sur Auger, quoi, dans la boîte où j'ai rencontré Mathieu j'y suis resté pendant 15 ans. Donc dans mon ancienne entreprise, j'ai commencé donc à l'atelier sur d'abord une machine et puis ensuite d'autres. Après avoir fait un petit peu le tour de toutes les machines, je suis un petit peu passé en programmation, ensuite en CAO, en conception assistée par ordinateur. Et après avoir fait un petit peu le tour avec Joël, on s'est rendu compte qu'on maîtrisait un petit peu tous les domaines d'activité. Donc en 2014, on a créé EMO avec Mathieu. Au début, on cherchait un local pour démarrer. Ça tombait pile au moment où la pépinière à Gottin-les-Barenx était montée. Donc on a postulé pour s'installer là-bas et on a été accepté. Avec l'expérience qu'on a acquis dans le moule et puis dans l'outillage, on est reparti sur cette activité et qui est pas très représentée, surtout au niveau du moule pour la serre perdue. En France, il n'y a pas énormément d'outilleurs en France. Et il y avait des clients aux alentours qui étaient en demande. Et c'est pour ça qu'on est parti sur ce qu'on déjà on savait faire, ce qu'on a appris. Après, on a aussi eu la chance d'avoir été très bien accompagné au niveau comptabilité par le cabinet ECOA, justement, par M. Lagune qui nous a suivis dès le début, qui nous a accompagnés aussi pour les banques, pour les demandes d'investissement. Au démarrage, on était donc 2 avec Joël. On avait investi sur 2 machines numériques, un centre d'usinage et un tour par commande numérique. On avait aussi investi dans un logiciel de CAO, donc conception assistée par ordinateur, un logiciel de FAO, fabrication assistée par ordinateur. Ensuite, au niveau des embauches, l'apprenti est rentré, donc Joanne est rentré 6 mois après, il a été pris. Et on est passé à 4 l'année suivante, avec l'embauche de Sébastien. Egun hon, ni Johanna deitzen duzu. Badiz 7 urte heben lan inain izala. Baka igan nizun sohutako lizeon, eta geho BTS bat egin dit eta Tolosako eskola batetan. Aprendiz gisa. Eta aprendiz dutzen horrein heben, denbo erdin lanin eta denbo erdin eskolan. Heben piezak egiten titzugu, habosinen hegazkinen tako, dena SBA. Piezak plan bat ezaik partitzen ditutze. Nik plana badit hatxarrin. Hatxarrin bulegun hasten duzu piezan egiten. Lehenik behar dizu deliberatu nula ginen dugun. Hoi ordinaturetik egiten dit. Hantik dit eta haitatuko mekanikak nula pieza eginen din eta hantik dik eta mekanikaman hatzen bulegotik. Ordinaturin pieza programat ondun, programa geomekanikalatik horten izugu.
hand mekanikan eta tresneli batek berduina puska batetak partitzen ditutz, eta gero adibidez holako pieza baten egiteko. Donc on s'est implanté en 2017 à Chérotte, donc on a construit le bâtiment ici. Pourquoi ce choix? Bon, déjà parce qu'une bonne partie de nos clients étaient en Soule aussi. On travaillait avec pas mal de boîtes comme Elcar, Asma, EBL, EMAC et d'autres aussi. Donc le choix a été vite fait de rester ici en Soule. Nos clients, en dehors de la Soule, on a Safran, on leur fait de l'outillage pour Safran et après du moule pour PCC. À l'époque, il y avait Microcast sur Lourdes et aussi une fonderie en Espagne. Et ensuite, hors aéronautique, on travaille par exemple pour KSB, on fait de l'outillage, de la pièce unitaire, ou pour Huguet, qui font de la robotique, qui demandent de la pièce unitaire à chaque fois. Alors pour ce qui est de la conception et de la programmation des machines, nous utilisons des logiciels dernier cri. Alors en conception CATIA V5, en programmation TopSolid et WorkNC. Donc ici nous avons CATIA V5, donc un logiciel de CAO qui nous permet de faire les études, de faire les conceptions. Donc ici nous avons un moule justement en modification actuellement chez nous ici. Ce moule est dédié à un nouveau programme Boeing actuellement en développement. Donc il y a pas mal de modifications réalisées dessus. Un petit exemple sur un des éléments par exemple, ici nous avons un des pavés à l'intérieur, un des éléments à l'intérieur du moule qui est à modifier. Donc nous le refaisons entièrement. Nous avons l'ancienne version et la nouvelle version. On peut voir ici. Alors la chronologie sur une affaire, le client nous donne un cahier des charges sur un moule par exemple. À partir de là, nous réalisons la CAO, la conception ou la modification du moule sur fichier 3D, 3 dimensions. Et ensuite, une fois que le client a validé la conception, ça passe en programmation. Donc toutes les pièces qui sont dessinées sont programmées sur ordinateur pour pouvoir piloter les machines derrière pour les réaliser. Après que le client ait validé la CAO, d'abord évidemment il faut commander la matière. Donc on la fait venir sous différents formats, en rond, en carré, différentes matières. À la fin, au final, on fait l'assemblage des outillages et c'est livré au client. Au niveau de l'avenir de la société, on a démarré donc, assez petit. C'est vrai qu'on a très vite investi et d'ailleurs on a investi régulièrement sur des machines assez pointues. Après, c'est vrai que cette crise du Covid nous a un petit peu freiné, nous fait aussi un petit peu peur. Donc pour l'instant on est 5 dans l'entreprise. On attend de voir un petit peu aussi comment va évoluer cette crise et pour voir si on recrutera ou pas ces prochaines années. Et on va aussi peut-être un petit peu attendre aussi d'avoir un petit peu remboursé tous les investissements actuels. Par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à mon installation, ce que je peux dire, c'est que quand on a un savoir-faire et qu'on a l'impression d'avoir acquis quelque chose, c'est bien d'essayer de s'installer. Celui qui hésite, s'il est sûr de ce qu'il sait faire, il faut tenter le coup. Après, c'est réussi, c'est loupé, c'est loupé. Mais bon, c'est dommage de ne pas essayer. Montori, voici le livre de Robert Espelette et l'événement que nous font revivre 4 amis.
Robert Espelette, Jean-Jacques Lagune, René Paparamborde et Jean Lafargue nous racontent cette soirée du tremblement de terre qui secoua toute la région. Nous sommes ce soir, dimanche 13 août 1967, et je suis à côté de mon ami Albert Isal, avec qui nous avions commencé la fête chez lui il y a une heure. Et l'orchestre joue Les Gens du Nord. Donc moi je dis à mon ami, je vais danser. Et je m'approche vers le mur de chez Léon Périssé, puisqu'il y avait des filles qui étaient donc appuyées contre le mur. Arrivé ici, ça commence à bouger de tous les côtés, impossible de faire un pas de plus, et je regarde machinalement vers le haut et je vois la cheminée tomber. Des briques qui tombaient sur la bâche et des briques qui tombaient devant. Mais je ne pouvais pas bouger et j'ai tout de suite pensé à mon ami Albert. Et donc, une fois le tremblement terminé, je me suis précipité ici et j'ai vu mon copain Albert allongé, assommé par une brique avec une plaie de 8 cm de long. Voilà mon souvenir du tremblement de terre de 1967 lors des fêtes de Montory. Ce soir-là, j'étais donc à la fête et emballé par la musique des Gens du Nord, je suis allé danser. Une cavalière qui m'attendait. Nous avons commencé à danser, mais on s'est vite arrêté parce qu'entre le mouvement de la route, le bruit surtout, et la cheminée qui est tombée, nous avons écourté notre danse, notre étreinte, et chacun nous sommes partis chez nous. Et nous avons appris qu'il y avait un gros tremblement de terre dans la région. Mais ce qui a été impressionnant, c'était vraiment le bruit et le mouvement qui avait pris la route. Mais le bruit, vraiment, c'est un souvenir inoubliable. Ah là, il y a eu affolement général. Hein. Oui, oui. Et l'orchestre, il s'est arrêté. Lorsque tout s'est un petit peu calmé, nous avons pris nos véhicules, nous sommes rentrés chez nous parce qu'on avait quand même quelques craintes de voir comment ça s'était passé, du moins à Tardette. Alors des blessés, bon, il y a eu quelques blessés légers, mais bon, on n'en a pas trop parlé parce qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes plus importants. Donc, et le lendemain du séisme, par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un pan de falaise au sommet d'Arrivelle qui s'était détaché et qui avait fait une immense traînée dans le bois, dans la partie en dessous, et qui avait pulvérisé aussi une ancienne maison qui était sur le passage. Donc là aussi, frayeur rétrospective, parce que ça aurait pu être les maisons habitées, c'était pareil. Mais toutes les maisons ont été touchées, mais il y en a qui ont continué à rester sur place en faisant quelques précautions, je veux dire en restant un peu loin des parties abîmées. Et, par exemple, le relogement provisoire, ça a servi surtout à ceux qui ont eu leur maison carrément démolie, quoi. Et c'est surtout après les jours suivants qu'on a commencé à avoir l'étendue des problèmes, puisque quelques jours après, on s'est rendu compte que beaucoup d'adductions d'eau de puits, sources, etc. avaient tari. Donc il a fallu faire des adductions provisoires. Il y avait beaucoup de fermes également abîmées, beaucoup de granges. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de route carrossable pour y accéder. Donc il a fallu régler tous ces problèmes-là dans les années qui ont suivi. Alors dans le service d'entraide qui avait été créé, il y avait un délégué dans chaque village
qui enregistrait les demandes des gens qui avaient besoin de main-d'œuvre, par exemple pour faire une adduction d'eau provisoire. Donc ces demandes étaient regroupées et transmises dans les villages. Par exemple, je ne sais pas, s'il fallait 40 bonhommes pour 2 ou 3 chantiers d'adduction d'eau, c'était par exemple la vallée des Aldudes qui organisait un quart et 40 bonhommes venaient avec leurs pioches, leurs casse-croûtes, etc. Et puis il y a eu tout le relogement provisoire. L'armée était arrivée, qui avait monté un village de toile d'abord. Et puis après des algécos pour reloger les familles sinistrées. Et puis un village de chalets, important, hein. Il y avait 28 chalets. Alors, vite après, dans la semaine après, disons, après le séisme, il y a eu un énorme élan de solidarité. Il y a un service d'entraide qui s'est créé à Tardets à l'initiative de Jean Pitreau et avec quelques autres agriculteurs comme Jean Bordenave à Arrête ou Jean Gobostegui à Camou, Edouard Harry-Chavalet et j'en oublie sans doute, qui mettaient en relation les bénévoles avec les gens qui avaient besoin d'un coup de main. Et je veux d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier tous ces bénévoles qui sont venus de tous les coins du Pays Basque, du Béarn, qui amenaient leurs outils, leurs casse-croûtes, qui venaient en quart. Et, malheureusement, toutes ces listes de bénévoles se sont perdues, donc on n'a jamais pu les remercier. Et donc je veux aussi profiter de cette occasion-là. Il y a eu la période agitée où tout le monde était un peu euphorique, et puis il y a eu la période des dossiers où c'était plus compliqué, et puis maintenant on y pense moins, c'est sûr, hein, c'est comme ça. Alors ce livre, j'ai attendu presque 50 ans avant de le faire, parce que je pensais que quelqu'un se serait lancé là-dedans. Et comme je n'ai vu rien venir, mais voilà, je savais qu'il y avait ces photos, noir et blanc. Alors j'ai fait la mise en page, j'ai fait les textes, la rédaction. Voilà. Et j'ai fait ce livre c'est en fait un album souvenir, puisqu'on a les photos de toutes les maisons avant les démolitions, et là, à côté j'ai mis les photos actuelles. Je l'ai commercialisé moi-même, donc les gens téléphonent chez moi, 06 15 80 90 20. Il y a eu 3 tirages, donc il reste encore quelques exemplaires, mais la plus grande partie est vendue. Jean-Jacques qui n'a pas pu donc trouver de cavalière puisqu'il n'a pas pu y arriver, moi qui l'avais dans les bras, nous sommes quittés sans précipitamment. Hein. Nous sommes revenus quand même. Moi, j'ai pas pu trouver de cavalière parce que je n'ai pas pu arriver au mur où était. Je regrette la sangria qu'on avait préparée avec tant de soins et qu'on n'a pas pu utiliser ni consommer. Moi je dis qu'on était des bons clients au bar aussi, c'est pour ça qu'on a des idées un peu, des souvenirs un peu fous. C'est au village de Gestas que je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un artiste, Janouch Malik. Il est musicien, auteur, écrivain. Il a conçu et créé le Jardin du Poète et des Anges. Un endroit magnifique qu'on va vous présenter, qu'on va visiter.
Et d'abord, on va parler avec ce personnage de tous ses amours, de toute sa vie, de toutes ses envies. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Dans ce bel endroit, cette maison, cette belle maison-là. Tu peux m'en parler un petit peu? Exceptionnel, exceptionnel. Quand on l'a vu la première fois en passant au hasard, on s'est dit, mais un exemple rare d'architecture médiévale comme ça, en pays des Gaves du Sud. Et quand j'ai vu les corbeaux des latrines, la fenêtre de l'étage noble, celles qui ont ensuite été refaites à la Renaissance, l'ancienne entrée du Seigneur collée à l'église, c'est quoi ça? Et donc je dis, mais ma femme a tout de suite dit, une maison atypique, c'est fait pour un artiste atypique. Donc on l'a acheté. Et tu es devenu le seigneur de Gestas. Voilà, je suis le nouveau seigneur de Gestas. Et j'ai vu ton petit jardin du curé là. Oui, le jardin. Alors du coup, quand on a une maison historique comme ça, médiévale, il fallait faire un potager à la médiévale. Et comme on est plein sud, on est juste en face de Agnuamundi, je me suis dit, tiens, c'est bien, on va faire le jardin médiéval. Et du coup, c'est notre garde-manger à nous, végétal. Ouais. Hein. Il nous manque juste après les brebis et tout le reste, mais on ne peut pas tout mettre. Ouais. Allez, tu me le montres, parce que allez, on y va. Ça m'intéresse beaucoup. Là, c'était la soupe pour le cochon. On en a fait notre chambre à coucher. C'est comme quoi. Un petit jardin d'hiver qui permet de garder les agrumes à la mauvaise saison. Mais ici, bon, la mauvaise saison n'est pas bien longue. Hein. Et nous voilà, avec l'ouest ici, le plein sud là-bas, notre petit jardin potager. Oui. Avec ses carrés. Alors au démarrage, comme c'était au Moyen-Âge, des carrés de simples, donc des herbes aromatiques, et puis petit à petit, ben, on y a rajouté les légumes qu'on mange tous les jours. Et là, on a déjà les tomates bien en fleurs, les artichauts, ça va pas tarder, et avec mon petit secret, donc de carrés, de bon terreau, du paillage de pain et de la pouzzolane par-dessus. Voilà. Alors dis-moi, je sais que tu fais plein de choses. Je t'ai présenté comme un artiste complet. Oui, il y en a qui vont dire que je suis un multirécidiviste. Ben oui, parce que j'ai commencé avec la musique à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, ben oui, la peinture, je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé comme ça. Je suis devenu un artiste peintre et ça a été mon métier toute ma vie. Et puis l'écriture, j'ai commencé à écrire très tôt, gamin déjà, adolescent. Et puis ben, depuis, ça m'a toujours suivi. Donc entre les romans, entre la musique, entre la composition, entre la peinture et puis... Ouais. Et ça, ben, ça c'est mon plaisir. C'est-à-dire que le jardin, c'est pas mon métier. Mais j'ai eu des gens qui sont venus, des grands spécialistes et qui étaient très surpris par le jardin, pas seulement côté potager, mais surtout de l'autre côté, dans le parc, et qui m'ont dit, mais vous avez fait des études de botanique et tout? J'ai dit, non, ça c'est une passion. Et je crois que quand on est passionné, on peut être encore meilleur avec un spécialiste. Ouais, je le pense, parce qu'on va très loin. On va très loin, on veut tout découvrir. Le spécialiste, parfois, s'arrête à sa connaissance. Quoi. Et alors, dis-moi, pourquoi le jardin du poète et des anges? Parfois, je regarde les nuages. Là, il n'y en a pas beaucoup, heureusement, aujourd'hui, parce que quand il y en a trop, c'est pas terrible non plus. On a la chance ici d'avoir un microclimat. Mais quand je regarde les nuages, je vois souvent courir sur la frange des nuages des anges. Et c'est parfois ma vieille petite maman, mon vieux petit papa qui sont partis, et les amis qui sont partis, et je les vois là. Donc, je voulais créer quelque chose qui soit comme ça, un peu... dans la spiritualité et la poésie. Voilà. Donc je l'ai appelé les poètes et les anges. Et puis les fleurs, les parfums nous rappellent tout ça. Et le principe, c'est un labyrinthe? C'est un labyrinthe, c'est un vrai labyrinthe. Je l'ai dessiné d'abord parce qu'ici c'était un pré. Il n'y avait rien, que de l'herbe. Ouais. Et quand on voit aujourd'hui les 3000 végétaux que j'ai plantés, tous les continents de la planète sont représentés. Alors quand j'ai visité la première fois, il y a un petit truc qui m'intrigue là-bas, il faut que tu viennes, qu'on en parle là-bas. Oui. Ici, on a fait ça avec Anne Herder, c'est une amie allemande qui est de Francfort. Et c'est un cortège qu'on a voulu créer, donc nous l'avons installé ensemble, mais c'est elle qui en a eu complètement l'idée. Et elles regardent toutes là encore vers la montagne aux chèvres là-bas, elles ont un regard vers le sud et en même temps elles entourent un seigneur et elles sont 12, donc c'est un petit peu comme des apôtresses, donc c'est un petit clin d'œil. Ah, c'est les apôtresses. Voilà, et puis elles sont un peu aussi un clin d'œil à la Vénus de Milo.
et à la victoire de Samothrace, parce qu'ils n'ont pas de bras. Et donc c'est tout un mélange. Ouais. Alors effectivement, tous les gens qui s'intéressent à l'art, ils retrouveront tout de suite les petits clins d'œil, mais ça fait partie des choses qui resteront toujours dans le jardin et qui vont s'abîmer, qui vont s'éroder dans le jardin, un peu comme les vestiges qu'on peut avoir de Grèce ou de Rome et d'ailleurs. C'est hein. très très impressionnant. On se sent un petit peu bizarre à les regarder. Oui, absolument, absolument. Alors, il y a, comme là aussi, tous les continents sont représentés. Hein, on a des figures un peu différentes. Et puis, comment dirais-je, leur regard, hein, c'est leur regard qui... Leur regard et leur forme, ce qui ne cache rien quand même. Ah, oui, absolument, c'est saisissant. Mais on a choisi de le faire. Et puis, moi, je suis très content de l'avoir mis là. Et c'était l'endroit dans le jardin où il fallait qu'elle soit. Parce qu'il n'y a pas que les fleurs dans la vie. Hein. Et après, on a plein d'objets insolites. Hein. Là aussi, on a le bébé dans son petit berceau. Là, c'est le bébé coquillage. Hein. Ça va devenir un grand. Donc, l'entrée du jardin est là. Et on passe ici à côté du Generous Gardener, qui est un magnifique rosier de chez... David Austin, le fameux rosiériste anglais. Et là, quand les gens rentrent dans le jardin, ils découvrent, on a donc notre fameux Neptune et sa fiancée, avec son trident basco-béarnais. Chaque allée porte évidemment un panonceau, comme dans les rues, parce que j'ai toujours trouvé bizarre que on trouve dans des villages rue de la Poste ou rue de la Mairie, alors qu'on pourrait rendre hommage à des tas de personnalités magnifiques. Et c'est ce que j'aime. Donc moi j'ai donné des noms à chaque allée et puis au pied des petites citations. Comme ici, c'est un Béarnais qui a écrit de très très jolies choses, mais on trouvera aussi des choses de grands basques comme Etchepare et comme Miquel Laboa et tout. Ils sont là, ils sont tous là. Et puis des amis, des gens que j'ai connus qui nous ont quittés, comme ici Denise, qui a été une amie québécoise avec laquelle j'ai eu le plaisir d'exposer au Canada et à qui j'ai dédié aussi donc une allée. Voilà, ici nous arrivons au cœur du jardin avec qui est actuellement en train d'être refait. Je suis en train de recréer un petit peu le milieu. Je vais faire des îlots et là nous avons les amants qui se qui se cherchent là. Hein, D'où vient ton inspiration? Chez les créateurs, l'inspiration, elle vient de tout. Hein, elle vient de tout. On se lève le matin, on a rêvé la nuit, on se dit tiens, je vais faire ça. On écoute un morceau. Moi, je suis très sentimental. Donc, moi, j'écoute un morceau de musique ou quoi, ça peut m'inspirer, je peux créer quelque chose. Je peux fabriquer quelque chose, je peux peindre quelque chose. Mais je ne connais pas le drame de la page blanche, à l'inverse de mes romans, sur lesquels, comment dirais-je, je ne fais pas de plan. J'écris mes romans, je découvre l'histoire comme vont la découvrir mes lecteurs. Oui, alors parfois je découvre le meurtrier à la fin, hein, moi aussi, hein, quand c'est un polar. C'est ça qui est extraordinaire. Et quand c'est une histoire d'amour, alors je tombe amoureux tout le temps, moi. Alors... Tu as écrit combien de romans? J'en ai écrit déjà plus d'une dizaine, mais le premier était sorti dans les années 2000, au début de 2000 d'ailleurs. Mais le tout premier que j'avais écrit, qui a failli être imprimé et édité chez Grasset, il s'en est fallu d'un poil. On s'était un petit peu fâché avec le comité de lecture, mais c'était dans les années 70. Mais depuis, voilà, j'en écris régulièrement. Et le dernier, c'est du sang dans le gave. Hein, donc on est complètement ici. Et d'ailleurs, l'histoire se termine dans ce jardin. Et le prochain que je suis en train d'écrire, c'est la suite. Ça se passe entre Mauléon, Charite et ici. Et donc on continue dans le secteur et on s'amuse bien. Parce que le but, c'est quand même de s'amuser. Et là, voilà. Ça, c'est un de mes coins préférés. Ça, c'est un des coins où j'aime venir me poser parce que les rosiers sont somptueux. Tu vois, alors souvent, je m'installe ici et je peux passer 1 heure, 2 heures et je suis bien. Je sens mes roses, je les vois, je les regarde. J'ai la petite maison des oiseaux, je les vois rentrer, sortir. Et là, on a le somptueux de la rose, quoi. C'est quand même la reine des fleurs, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors, qu'est-ce qui te surprend le plus pour conclure quand les gens viennent? Quelles sont les questions le plus demandées?
Alors, ça oui, ça c'est très très étonnant, parce qu'il y en a qui vont demander à chaque fois, mais alors cette fleur-là, comment elle s'appelle et pourquoi vous l'avez appelée comme ça? Parce que ce que les gens ne savent pas toujours, par exemple pour les roses, finissons là-dessus, les roses, elles ont toujours été créées par des rosiéristes. Donc par exemple ici, le HC Swim, est un Américain qui a créé cette rose en 1977. Alors il y en a qui se demandent pourquoi c'est comme ça. Ici, on a encore un autre Américain, Bummer. On a le fameux Meillan, français. On a David Austin. Donc David Austin, l'anglais, lui, c'est les roses les plus fabuleuses au monde, connues dans le monde entier. Et alors ça, c'est souvent des questions. Pourquoi il y a des noms? Ils pensent que c'est moi qui ai inventé les noms. Mais non, les noms, elles ont été... C'est les rosiéristes qui les ont inventés. On ne le sait pas forcément, non? Exactement. Et après, en revanche, moi, quand j'ai essayé de créer ma rose, je voulais dédier une rose à feu ma mère, je ne suis pas encore arrivé parce que je voudrais créer une couleur qui n'existe pas. Et par exemple, la rose dont tous les rosiéristes rêvent, c'est la rose bleue. Et c'est impossible. C'est impossible, le pigment bleu ne peut pas arriver à la rose. Mais on en rêve tous, quoi, une rose bleue, quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup, c'est très très gentil. On a découvert une fois de plus plein de choses qu'on ne connaissait pas. Un grand merci et puis à bientôt. À très vite.